à Tioubé sur 105.5. Le Togo est-il en train de tourner définitivement une page de son histoire? La justice sociale est-elle en train de prendre enfin toute sa place au cœur de la gouvernance politique et économique de notre pays? Après le ministre Adi Otet Ayasso des Finances et de l'Économie, c'est le président de la Cour d'appel de Lomé qui vient d'être mis en touche. Il a été suspendu par le Conseil supérieur de la magistrature. La rupture est-elle en cours au Togo? La justice et la prospérité partagée sont-elles en train de gagner du terrain? Le débat fait rage. Cette semaine, la surprise vient des marchés togolais à propos du prix du gaz butane. Il a grimpé, puis est rapidement redescendu, telle une vague à la plage de Lomé. Le tollé général provoqué par cette augmentation a-t-il fini par avoir raison des raisons qui ont sous-tendu l'augmentation du mercredi? Comment comprendre ce rétropédalage des responsables en charge du commerce au Togo? Doit-on applaudir ou pleurer après ce qui vient de se passer? Dans certaines familles du Togo, on pleure, même pas pour les mêmes raisons. On pleure parce que Eklounaté Ablodevi a rejoint définitivement ses ancêtres. Il a quitté le monde des vivants, qu'il l'a fait rire, qu'il l'a consolé, qu'il l'a aidé à éduquer. Le conteur, le comédien et acteur de cinéma est parti, laissant derrière lui comme héritage un art togolais coincé entre son désir de grandir et les nombreux écueils qui le retiennent. L'Afrique se distingue nettement sur le plan artistique. Quelle est la place de cet art au Togo? Importante question, mais la question de l'heure reste celle des réformes politiques. Dans quelques jours, la PG aura 10 ans. À 10 ans, si la PG était un être humain, il parlerait déjà. Il saura distinguer entre le bien et le mal. Mais pourquoi? Pourquoi la PG donne-t-il l'impression d'être trop lourd à porter au Togo? Ailleurs, l'ANC se voit trop fort. Le parti dort sans doute sur ses lauriers. Le Congrès national africain perd du terrain en Afrique du Sud. Comment expliquer le recul du parti de Nelson Mandela? En Afrique, les héritiers des grands nationalistes n'ont généralement pas de pied à la mesure des chaussures qui leur sont léguées. Comment comprendre le phénomène? Il y a heureusement un autre phénomène qu'on comprend aisément. Il s'agit de la participation africaine aux Jeux Olympiques. Tous les continents ont leur médaille. La part de l'Afrique reste juste passable. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Notre invité est l'un des cadres de l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Éric Dupuis, le secrétaire national à la communication du parti Orange, répondra à mes questions. Puis dans 45 minutes, il sera face à vous sur le 22 51 48 56 ou le 22 46 19 05. Mise en nom de l'émission, Jean-Jacques Atiko, présentation Pierrot Atiobé. Éric Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur Atiobé. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça fait un bail. Je tiens à vous féliciter pour votre très belle installation. Ça fait plaisir. Il faut remercier les investisseurs qui ont choisi d'investir dans la communication, ce qui est rare dans notre pays. Justement, la communication politique, on n'en parle pas beaucoup. Les comportements des partis politiques diffèrent d'un parti à un autre. Comment est-ce que vous le comprenez? C'est normal, parce que tous les partis politiques n'ont pas la même stratégie. Et vous savez que la communication d'un parti politique est fondamentalement basée sur la stratégie du parti. C'est pour cela que le responsable de la communication est une personnalité très proche de la direction du parti et fait partie intégrante du comité politique du parti. C'est quelque chose de fondamental. Nous axons notre communication sur la volonté de notre parti à œuvrer pour l'alternance politique dans notre pays. Et c'est pour cela que parfois on ne nous comprend pas, parce que nous primons l'analyse, nous primons le sérieux de notre communication à l'effet de faire des scoops. Donc notre souci premier, c'est la qualité de l'information vers nos populations, parce que c'est à elles que nous nous adressons en premier. Quand on parle de l'ANC, c'est vrai, on parle d'Éric Dupuis qui est très présent dans les médias. Il y a aussi Jean-Pierre Fabre qui est le chef de file de l'opposition. Il se trouve où actuellement? Jean-Pierre Fabre est à Lomé, depuis toujours. Il est parti en Europe pendant
3 semaines avec son épouse et ils sont de retour. Donc il est là, il est en train de travailler beaucoup, parce que nous avons un long programme que j'aurai l'occasion de vous détailler ici, qui va démarrer à partir du 20, c'est-à-dire samedi prochain, par un grand meeting à Lomé. Et puis après, il va conduire une délégation de CAP 2015 à l'intérieur du pays. Pendant 4 semaines, nous allons faire des rencontres avec les populations pour que les populations nous disent exactement ce qu'elles attendent de nous face à la situation qui prévaut au Togo, tant sur le plan politique, avec le rejet de la proposition de loi du groupe des députés ANC et ADI, et puis face aux problèmes évoqués ou soulevés par les médias depuis quelque temps, à savoir la malgouvernance. Vous savez, il y a Servère Lomé Catherine, on en avait parlé au mois de mai-juin. Aujourd'hui, c'est OSM qui est sur qui est en présence de nous, mais il n'y a pas que ça. Et il y a toute l'opacité qui entoure la gestion financière et économique de notre pays. Je pense que c'est un gros problème que le peuple togolais doit réellement prendre à cœur. Nous parlerons de tous ces sujets dans un instant. Parlez-nous un peu de ce programme. Quelle est la nécessité actuellement? Alors, le programme va commencer par un grand meeting à Lomé le samedi prochain. C'est une rencontre avec les populations et c'est l'occasion de commémorer le 10e anniversaire de la signature de l'APG, parce que vous n'ignorez pas que nous avons signé l'APG en 20 août 2006 à Lomé et que jusqu'à aujourd'hui rien n'a été fait. Donc il appartient au peuple togolais, parce que c'est en son nom que l'accord politique global a été signé, et donc il lui appartient à lui d'exiger du régime la mise en route consensuelle telle que cela a été prévu de cet accord. Ça, c'est le samedi. Puis, le week-end suivant, et tous les week-ends, les premiers cadres de CAP 2015 vont aller à la rencontre des populations. C'est une rencontre, ce ne sont pas des meetings, c'est une rencontre des populations. Et ceci pendant 4 semaines, nos cadres vont avoir un débat direct avec les populations. Je dis bien un débat avec les populations, puisque les populations seront amenées à poser des questions, à dire ce qu'elles attendent de nous. Parce que vous savez, quand on se bat contre un régime dictatorial, il est clair qu'un parti politique, fort soit-il, ne pourra jamais, ça ne s'est jamais vu d'ailleurs, ne pourra jamais résoudre ce problème de ramener un régime autoritaire à la raison. Mais nous avons vu aussi, partout dans le monde, que quand le peuple l'exige, quelle que soit la force du régime, quelle que soit sa capacité de résistance, le régime ploie sous la pression populaire. Donc il appartient dorénavant au peuple togolais de prendre conscience de cet état de choses et de comprendre que les partis politiques ont tout fait dans ce pays depuis des années, ont utilisé tous les moyens légaux qui sont en leur possession pour amener le régime RPT-UNIR à la raison, mais qu'ils se sont toujours heurtés à un mur. Et qu'aujourd'hui, il faut que le peuple togolais, à qui appartient la réalité du pouvoir, il faut que le peuple togolais s'engage pour qu'ensemble, on puisse obtenir ces réformes qui sont nécessaires pour la bonne gouvernance. Parce que c'est à cause de l'opacité dans la direction des affaires publiques qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une oligarchie qui accapare toutes les richesses de ce pays. Et d'ailleurs, même le chef de l'État, Afoni Asigbe, avait dit que cette minorité détient toute la fortune de ce pays. Et pour quelle raison? Il faut maintenant que le peuple togolais nous permette d'aller plus loin
dans ces investigations. Est-ce que vous avez l'impression, Éric Dupuis, que le peuple togolais n'a pas compris depuis ce qui se passe au Togo? Mais le peuple togolais a compris. Moi, je suis persuadé que le peuple togolais est très mature politiquement et qu'il suit ce qui se passe, mais il a son rôle à jouer. Il faut qu'il joue pleinement son rôle. Ensemble, nous allons voir avec lui, lors de notre tournée, comment entreprendre cette lutte qui devient une lutte pas seulement des partis politiques, pas seulement de la société civile, mais du peuple tout entier. Est-ce qu'il n'est pas fatigué, ce peuple que vous sollicitez tant? Vous savez, quand vous êtes dans l'esclavage, vous ne pourrez jamais être fatigué. Non, pourquoi parler de l'esclavage? Si les négros américains qui étaient nos frères et sœurs, qui ont été vendus et mis en esclavage en Amérique, si à un moment donné, ce peuple ne s'était pas soulevé contre l'esclavagisme, aujourd'hui encore, il serait esclave en Amérique. C'est parce que l'homme n'est pas fait pour vivre en esclavage. Nous sommes au Togo, moi je le dis. La situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas très loin de l'esclavage, puisque aujourd'hui encore au Togo, j'entendais sur une des antennes locales cette semaine, où une dame disait que le minimum salarial qui est de 35 000 n'est même pas pratiqué dans nos ménages, et qu'il y a des gens qui ont encore 15 000 francs par mois. Comment voulez-vous, au Togo, vivre avec 15 000 francs par mois? Même avec 35 000 francs par mois, comment voulez-vous vivre avec cela quand vous avez un loyer qui est minimum 7 à 10 000 francs par mois, quand vous avez le Zémidjan que vous prenez qui est déjà minimum à 250 aller, 250 retour, vous faites le calcul sur 35 000 francs, il ne vous reste même pas 5 000 francs par mois pour pouvoir vous nourrir, vous habiller, vous soigner. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré, ce n'est pas la comparaison que vous faites? Vous voulez qu'on fasse le calcul? Sortez 10 000 francs de 35 000, il vous reste 25 000. Dans les 25 000, prenez des émigrants aller-retour 250, ça fait 500 francs par jour. 500 francs par jour par 30, ça vous fait 15 000. 15 000 plus 10 000, ça vous fait 25 000. 25 000, il vous reste combien? Il vous reste combien? Il vous reste 10 000. Oui, mais vous... Dans les 10 000, il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité. Je suis d'accord. Il faut vous nourrir. Je suis d'accord avec vous. Donc ce n'est pas exagéré ce que je dis. Je suis d'accord avec vous, mais vous oubliez le génie togolais. En fait, quelque part, le Togolais qui prend 35 000 francs arrive toujours à avoir une maison à la fin de sa carrière. C'est ça aussi le génie togolais. Ce n'est pas normal, ce n'est pas un génie. S'il a trouvé quelque part, c'est qu'il a trouvé de manière illicite. Et ce n'est pas normal. Moi, je voudrais que le Togolais moyen ou le Togolais puisse vivre pleinement de ses revenus et qu'il ne soit pas obligé de trouver des astuces totalement illégaux, illégales plutôt, pour pouvoir vivre. Je ne le comprends pas. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple un policier, un douanier ou autre, pour arrondir ses fins du mois, vous taxez sur la route, on vous arrête. Et au lieu de contrôler vos papiers, au lieu de veiller à la bonne qualité de la circulation, on vous demande 1000 francs d'argent de poche. Ce n'est pas normal. Parlons du chef de l'État. Vous savez qu'il était en Israël cette semaine pour une visite. La destination Israël, comment est-ce que vous l'analysez? Vous savez, je ne l'analyse pas spécialement d'une manière ou d'une autre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons l'habitude de voir M. Fogna-Sibé s'envoler régulièrement vers l'Italie et vers l'Israël. Ce sont ces deux pays de prédilection. Les raisons, nous les ignorons. Je peux dire tout simplement que je ne sais pas combien de voyages M. Fogna-Sibé fait par an, mais on peut rapidement dire que M. Fogna-Sibé, pendant les 11 ans qu'il est au pouvoir, il a plus vécu à l'étranger et en air et dans l'air que sur le territoire togolais. C'est bien malheureux pour un chef de l'État. Est-ce que ça vous gêne? Ça me gêne parce que nous avons beaucoup de choses à faire dans notre pays. Si, avec les frais d'avion, les jets privés qui sont régulièrement utilisés pour ces voyages, dont nous ne connaissons pas les retombées pour le peuple togolais, nous ne connaissons pas, mais nous savons que ça coûte très cher au budget de l'État. Si cet argent-là était mis à la disposition de l'État togolais, je pense que
l'hôpital Sylvanus Olympio ne serait pas dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Et que les Togolais pourraient être mieux soignés au Togo plutôt que d'aller se faire soigner à l'étranger. Et que les Togolais pourront aller acheter des médicaments dans des pharmacies plutôt que d'acheter des médicaments frelatés sur les marchés. Vous, personnellement, vous soignez où? Ben moi, je suis un Togolais comme tout autre. Quand je me sens malade, je vais voir les médecins togolais et j'achète les médicaments à la pharmacie. Donc, voilà. Vous ne vous faites pas consulter à l'extérieur? Non, pourquoi aller voir un médecin à l'extérieur quand j'ai beaucoup d'amis qui sont médecins, hein. J'ai beaucoup d'amis qui sont médecins et je trouve que, vous savez, j'ai vécu en France pendant très longtemps. Un jour, je revenais de Lomé et je faisais un peu de fièvre et puis je suis allé voir un de mes amis médecin à Oudan, dans les Yvelines, et puis on discutait un tout petit peu du Togo et il me disait que les médecins togolais sont très compétents et qu'il en connaît pas mal, qu'il est ami avec des médecins togolais, que ce sont des gens très sérieux et très compétents. Et je vais ajouter ceci qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, il y a certainement plus de médecins togolais en Île-de-France qu'au Togo. Et c'est bien malheureux. Quand on parle d'Israël, on fait référence à la sécurité, mais aussi à l'agriculture. De ce type de voyage, qu'est-ce que les Togolais, les agriculteurs togolais, les techniciens peuvent tirer de ce type de voyage? Moi, ce n'est pas ça. Je crois que si le chef de l'État faisait un voyage dans ce sens-là, ça aurait été annoncé, expliqué au peuple togolais. Au moins ainsi, le peuple togolais pourrait dire « Ah, nous attendons des retombées en matière agricole, par exemple ». Ce n'est pas le cas. On ne sait pas pourquoi Fogna Sibé est parti là-bas et qu'il a passé 5 ou 6 jours là-bas. On n'en sait rien. On n'en sait rien. De temps en temps, on entend quelques saupoudrages. Allez voir si c'est la vérité. J'ai appris hier que le ministre de la Sécurité s'applique à voir les outils contre la cybercriminalité. C'est une bonne chose. Mais quelle est la réalité? Déjà, nos téléphones sont sur écoute. Hein. La cybercriminalité de monsieur le ministre de la Sécurité, c'est espionner l'opposition. C'est d'espionner plus les responsables politiques de l'opposition que de faire le travail réel sur le terrain. Combien de crimes ont été commis au Togo? Et jusqu'à présent, ils sont restés non élucidés. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a des jeunes filles qui se faisaient assassiner régulièrement vers Adidogomé. Je crois qu'il y en a une bonne dizaine. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas la réalité de ces crimes. Et pourtant, ça s'est passé à deux pas du camp militaire d'Adidogomé. Hein? Donc tout ça là, j'ai toujours l'impression que on essaye de manipuler les Togolais, de mentir aux Togolais, et sur le terrain, on ne voit pas l'effectivité de cette sécurité. Or, nous savons très bien que le Togo, en matière de renseignement, est très performant. C'est-à-dire que vous, Monsieur Athiogbe, les renseignements ont tous les documents sur vous, tout ce que vous faites dans une journée, les renseignements togolais l'ont. Nous sommes un pays rare dans la sous-région qui ait cette capacité de renseignement sur chaque citoyen togolais. Mais ça, je ne savais pas. Voilà. Vous me l'apprenez. Peut-on imaginer l'organisation d'une autre façon de ces voyages présidentiels? Non, vous savez, quand vous voyez par exemple François Hollande, qui est le président français, je ne pense pas qu'il ait fait autant de voyages dans le monde que M. Fogna Sibé. C'est malheureux à dire. On a l'impression que ce monsieur a plus intérêt à aller se promener en Italie. Il y a toute une série de photos qui avaient circulé la dernière fois où il se promenait à aller faire des emplettes dans les magasins. Je ne sais pas si ces photos-là sont sérieuses ou pas, mais le fait est que ça a circulé sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça un peu malheureux quand même parce que nous avons d'autres préoccupations au Togo que celle-là.
Quand on évoque l'Israël également, à côté, il y a ce conflit avec la Palestine depuis plusieurs années. En étant, d'une certaine manière, plus présent sur le terrain israélien, est-ce que le Togo aurait fait un choix dans le soutien à Tel Aviv qu'à Ramallah Vous savez, la politique togolaise est très changeante. Et puis, que pèse le Togo dans la résolution de cette crise qui mine cette région depuis des décennies? Les Américains ont tout essayé, les Français ont tout essayé, les Russes ont tout essayé, même au niveau de l'UA, tout le monde a essayé. Je ne sais pas le poids de M. Fournier Sibé pour pouvoir résoudre ce problème qui dépasse très largement notre petit pays. Sur le plan diplomatique, quand même, le Togo, c'est une voix, et cette voix peut compter. Si il ne s'agissait que d'une voix, il y a longtemps que ce problème aurait été résolu, à mon avis. J'ai compris que vous ne voulez pas répondre à la question. Non, j'ai répondu, c'est-à-dire que je ne vois pas du tout... vous savez, quand vous voulez intervenir comme ça dans des crises au niveau international, il faut que vous-même vous soyez digne et que dans votre pays vous montriez une certaine exemplarité dans la conduite des affaires. Mais quand on voit que chez vous les choses se passent mal et que vous-même vous êtes mal élu et que les élections ne se passent pas de manière sérieuse et que vous êtes assis sur une poudrière vous-même, vous n'avez pas de leçons à donner aux autres. Je parlais tantôt du chef de l'État, mais entre-temps, je parlais également du chef de file de l'opposition. Vous vous rappelez l'adresse adressée, faite à l'endroit de ces deux personnalités par le leader du PRR, Nicolas Lawson, vous vous rappelez? Je me rappelle. Oui. Quelle a été la réaction au niveau de l'ANC? Non, on m'avait posé la question, j'avais dit que chacun a le droit d'imaginer des solutions à cette crise. Mais que je pensais que actuellement, il aurait été préférable de la part du président du PRR de s'associer à la proposition de loi de l'ANC ADI plutôt que de proposer un dialogue entre le chef de file de l'opposition et le chef de l'État. Parce que je ne vois pas ce que ça pourrait apporter à notre lutte, puisque, rappelez-vous, après un dialogue intertogolais qui a duré 3 mois, qui a permis à plusieurs partis politiques de prendre part, partis politiques et sociétés civiles, de réfléchir, de dialoguer sur comment éviter que des drames tels que connus par notre pays en 2005 se renouvellent dans notre pays et qu'au terme de ces 3 mois de discussion, on a signé un accord salué par la communauté internationale, salué par le peuple togolais, en présence de M. Fournier Sibé et du président burkinabé Blaise Compaoré. Je veux parler de l'accord politique global, et que sorti de là, M. Fournier Sibé s'est purement et simplement assis dessus. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai aucune confiance à M. Fournier Sibé. Quelles que soient ses promesses, vous savez, au lendemain de 2005, M. Fournier Sibé est allé à Tapamé. Plus jamais ça. Oui, 10 ans après. 10 ans après, c'est bientôt. 10 ans après. C'est bientôt, 10 ans après. Oui, nous allons parler des 10 ans, et notamment... Quand M. Fournier Sibé, il y a 2 ou 3 ans, avait déclaré une petite minorité accapare les richesses de ce pays, qu'a-t-il fait depuis? Quand l'année dernière, M. Fournier Sibé a déclaré que sa gouvernance va être la gouvernance sociale, qu'est-ce qu'il nous a démontré jusqu'à présent? C'est pas un homme de parole. Donc c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, l'opposition, dans sa globalité, a fait tout ce qui est en sa possibilité pour que les choses changent dans notre pays, mais elle rencontre, elle est face à un parti politique qui ne comprend rien et qui n'a qu'une seule ambition, c'est de se maintenir au pouvoir, quelles que soient les manières, quelles que soient les manières. À partir de ce moment-là, les partis politiques ne peuvent rien. Il n'y a que le peuple
qui puisse s'associer à la lutte des partis politiques pour que M. Fogna Sibé comprenne qu'il n'est pas seul, il n'est pas au-dessus du peuple togolais, qu'il est un Togolais comme tous les autres et qu'il doit faire obligatoirement ce que le peuple veut. C'est-à-dire que le peuple demande à plus de 80% les réformes institutionnelles et constitutionnelles et exige l'alternance politique. Parce que tous les Togolais, chacun de nous a le droit d'avoir de l'ambition pour ce pays, a le droit de vouloir être chef de l'État. Ce n'est pas réservé à une famille, ce n'est pas réservé à un clan, ce n'est pas réservé à quelques rares personnes. Nous disons non. Ainsi que la fortune, la richesse de ce pays ne peut pas être réservée à une minorité. C'est non. À l'invitation du président du PPR, on a compris, vous avez préféré opter pour le projet de loi. Visiblement, vous croyez plus en ce projet de loi. Je continue à y croire. Parce que... Sérieusement? Bien sûr, parce que quand vous lisez le projet de loi, qu'est-ce que ce projet demande? Le projet demande la limitation de mandat à 5 ans, renouvelable une seule fois. Que dit la synthèse de Ashkroun? Si ce n'est pas la même chose. Le projet de loi demande le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Que demande la synthèse de l'atelier du Ashkroun? Si ce n'est pas la même chose. Mais si c'était la même chose, pourquoi ce projet de loi n'avait pas été voté ou bien n'avait pas été adopté? Mais non, ce n'est même pas parti en discussion. Mais justement. Puisque au niveau de la commission des lois, le président de la commission a arrêté les discussions en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique. Vous avez écouté sans doute abondamment ces derniers jours les députés unis. Ils disent qu'il y a une absence de consensus. Ah oui, ça, j'ai bien aimé ça. Vous savez, on dit avant... Vous savez ce que c'est qu'un consensus? Un consensus, ça veut dire que chacun concède et on trouve un accord commun. C'est ça le consensus. Mais si vous ne discutez pas, comment vous voulez trouver le consensus? Comment voulez-vous trouver un consensus si vous ne discutez pas? C'est complètement absurde. Oui, j'ai suivi le président de la commission de loi ainsi que le vice-président du groupe parlementaire uni à l'Assemblée nationale. Mais j'ai failli tomber à la renverse. On marche sur la tête dans ce pays. On demande de trouver un consensus avant de discuter du sujet. Normalement, Monsieur Athiogbe, je voudrais que ça soit clair. Si je viens vous faire une proposition, vous allez m'écouter, je vais vous expliquer le contenu de ma proposition, et vous allez me dire, sur ce point-là, je suis d'accord, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons ensemble chercher un rapprochement. C'est ce qu'on appelle le consensus. Quand on aura trouvé le consensus, vous m'aurez dit, Monsieur Dupuis, je suis d'accord avec vous ou je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, cette façon de négocier, je suis persuadé que c'est la même chose au niveau des affaires. Quand un investisseur étranger vient au Togo pour investir dans notre pays, au lieu de demander aux investisseurs quel est votre projet et de calculer, nous, avec nos experts, quelles sont les incidences financières pour notre pays et quelles sont les incidences en termes d'emploi, nous allons leur dire qu'est-ce que ça va me rapporter à moi, qu'est-ce que vous me donnez. C'est ça qu'ils appellent le consensus. Et c'est totalement inadmissible. Ce que vous expliquez, on l'a compris, mais le dialogue pouvait aussi commencer par l'atelier du Ashkroun que vous aviez boycotté. Mais non, parce que nous disons, et d'ailleurs Monseigneur Barriga l'a dit, que le Ashkroun et la CVJA ne sont nullement habilités à œuvrer pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et si vous suivez bien le rapport de la synthèse du Ashkroun, tous ceux qui étaient là avaient dit que les discussions devaient continuer avec les partis politiques et à l'Assemblée nationale. Et ceci m'amène à vous dire que Fogna Sibé, le chef de l'État, suite à la rencontre avec Jean-Pierre Fabre en 2014, M. Fogna Sibé, la lettre est là, a écrit à M. Jean-Pierre Fabre
pour lui dire que les discussions, je vous cite, comme vous le savez, la consolidation de la démocratie dans notre pays exige que chaque institution joue pleinement son rôle. Le peuple togolais a aujourd'hui l'avantage de disposer d'une Assemblée nationale où les principaux courants politiques sont représentés. Elle offre ainsi le cadre le plus indiqué pour débattre utilement des réformes envisagées conformément à l'esprit de l'accord politique global. Ceci, la lettre date du 25 février 2014, signée par Faure et Sozimna Gnassingbé. Donc voilà la lettre que M. Faure Gnassingbé, chef de l'État, a écrite à M. Jean-Pierre Fabre en février 2014. Et lui-même, il dit que c'est le seul cadre indiqué, l'Assemblée nationale, pour discuter des réformes. Pourquoi diantre il va nous inventer autre chose aujourd'hui pour créer un atelier de Hachkoun pour mettre en place une commission? Vous voyez très bien que c'est une fuite en avant. Et il faut que le peuple togolais comprenne cela et dise à M. Faure Gnassingbé, ça suffit. Nous ne voulons pas ces fuites en avant. Et cette fuite en avant, c'est tout simplement parce que bientôt, il va y avoir une réunion très importante au Togo et que M. Faure Gnassingbé veut rassurer les chefs d'État qui vont venir ici en leur disant « N'ayez aucune crainte, les réformes, nous sommes en train de les faire. » Dès que cette réunion sur la sécurité maritime sera terminée le 15 octobre ou je ne sais pas, c'est fini, on pliera ce dossier-là pour les mettre au calendrier grec. C'est toujours ce que M. Faure Gnassingbé a fait, c'est toujours ce qu'il sait faire. Éric Dupuis, imaginons que finalement le projet tel que vous l'avez présenté, votre groupe l'a présenté, arrive à l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on fait pour voter ce projet de loi si on sait que l'opposition n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale? Mais vous savez, non, le problème est simple. La PG avait dit qu'il fallait faire ces réformes à travers un large consensus. Donc nous nous sommes ouverts au consensus. Mais pour aboutir à un consensus, on discute d'abord. Vous vous rappelez, M. Atiogbe, quand il y avait eu les discussions, ce qu'on avait appelé les discussions Togo Télécom. Lors de ces discussions, le RPT UNIR a adopté la même attitude pendant les jours où on a discuté. Et ils n'ont jamais fait de proposition. Ils n'ont jamais dit les points d'accord ou les points de désaccord lors des discussions pour enfin, au bout de quelques jours, clore les discussions. C'est toujours la même attitude. Jusqu'à aujourd'hui, le RPT UNIR ne nous a jamais dit clairement ce qu'il attend. Nous sommes prêts à discuter avec le RPT UNIR. Si on vient nous dire aujourd'hui que le RPT UNIR souhaite faire de M. Faure Gnassingbé l'empereur togolais comme Bokassa l'a été en Centrafrique, qui nous le disent. S'ils ont l'intention de proposer une présidence à vie pour le fils de la nation, nous sommes prêts à en débattre. Mais qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Nous leur avons dit, voilà nos propositions. Nos propositions, c'est la limitation des mandats. Nos propositions, c'est la transparence dans les élections. L'élection, le scrutin à 2 tours. La déclaration des biens, conformément à l'article 145 de notre Constitution, la déclaration des biens du chef de l'État, des premiers responsables de ce pays, à l'entrée et à la sortie de leur mission. C'est tout ce que nous demandons. Qu'est-ce qui pose problème là-dedans? Et quand vous lisez les accords internationaux qui ont été signés, c'est la même chose. Tout dernièrement, il y a eu, en mai 2014, il y a eu une conférence à Lomé ici, conférence du CIP, comité interparlementaire de l'UOMOA, et la recommandation numéro 004 dit qu'il faudrait obligatoirement, dans les pays de l'UOMOA, une limitation des mandats, 2 fois 5 ans, et également la transparence, l'adoption du scrutin à 2 tours, majoritaire à 2 tours, l'organisation consensuelle des élections, ça fait partie des recommandations. Or, le Togo fait partie de CIP, et c'est à ce titre que la conférence internationale a eu lieu ici à Lomé avec le Parlement togolais. Mais qu'est-ce qui empêche le Togo d'accepter ça seulement? Est-ce qu'on a besoin
de discuter pendant des années? Est-ce qu'on a besoin de faire des ateliers Ashkroun? Est-ce qu'on a besoin de faire venir les professeurs, les grands savants le Ashkroun, pour pouvoir... Le Ashkroun, ça vous gêne beaucoup? Non, pourquoi? Non, ça franchement, ce n'est pas son rôle. Franchement, qu'est-ce que l'ANC aurait perdu en participant aux travaux du Ashkroun? Mais c'est ce que nous disons là. Je ne sais pas si on s'exprime peut-être mal. Hein. Aidez-nous à mieux nous exprimer. Non, mais en fait, moi aussi, je veux comprendre. Non, nous disons que... Parce qu'aujourd'hui, en fait... c'est une fuite en avant. C'est une perte de temps pour tout le monde. Au lieu de... Est-ce que ce n'est pas donner une raison de plus au pouvoir que de n'avoir pas participé? Mais pourquoi Fogna Sigbe nous invente cet atelier quand lui-même, il nous dit que le lieu où les débats devraient se faire pour les réformes, c'est l'Assemblée nationale. C'est pas moi qui le lui ai dicté, c'est lui-même qui l'a écrit et signé. Finalement, est-ce que vous pensez que le peuple... Je ne sais pas si vous avez lu cette lettre. J'ai lu cette lettre. Est-ce que au final... Donc demain, Fogna Sigbe va dire non, que cette lettre-là ne tient plus et que maintenant ça va être une autre assemblée qui va en discuter. Demain, il va vous dire que Ashkroun, non, c'est pas bon. Maintenant, c'est une autre structure qui va en discuter. Il faut arrêter de jouer avec le peuple togolais. On est dans une sorte de confusion. En fait, c'est clair que le peuple togolais n'arrive même plus à vous comprendre, puisque après 10 ans, et que ce soit au niveau du pouvoir que de l'opposition, on ne comprend pas ce qui se passe autour de ces réformes. Pas d'amalgame. L'opposition réclame les réformes. Nous avons signé un accord. Il faut que cet accord soit respecté. Et d'ailleurs, dans les 10 commandements de Père Sanvi, il rappelle qu'il est impérieux pour le chef de l'État de respecter la parole donnée, de respecter les engagements que le chef de l'État prend au nom du peuple togolais. Le chef de l'État ne peut pas signer un engagement au nom du peuple togolais et demain refuse de les appliquer. Ça s'appelle de l'escroquerie intellectuelle et morale. Éric Dupuis, en venant ici à Radio Pyramide, sans doute que vous avez regardé la ville, vous avez regardé les Togolais, et rentré sans doute des cultes ou de la messe. Est-ce que vous avez l'impression que le Togo a changé ou que les Togolais sont en train de changer? Tout ce que moi je peux vous dire, ce n'est pas aujourd'hui, c'est que le peuple togolais, tel que moi je l'ai connu quand j'étais jeune, tel que je l'ai connu quand je faisais mes études ici à Lomé, ce peuple, petit à petit, sombre dans la misère, sombre dans l'inquiétude. Et ceci m'interpelle. C'est pratiquement toutes les semaines que le samedi, le dimanche, parce que dans la semaine, je ne suis pas souvent à la maison à cause des nombreuses réunions que j'ai, des gens bien, apparemment, viennent sonner à ma porte pour me demander un concours financier parce qu'ils ont un membre de leur famille qui est malade ou décédé. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Il y a des gens qui sont retraités, il y a des gens qui sont en activité, qui viennent vous solliciter pour 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Avant, je ne me souviens pas que c'était aussi courant que cela. Le peuple togolais est devenu un peuple très triste parce que pas la possibilité de faire 2 repas par jour. Je vous ai fait la démonstration tout à l'heure sur une base de 35 000 francs. C'est très difficile. La dernière fois, j'étais au marché. Il y a une dame qui vend des fruits et elle avait mis au rebut, elle avait jeté une quantité importante d'ananas qui commençait à pourrir. Mais si vous voyez le nombre de Togolais qui se jetaient là-dessus, mais à vouloir se battre, à en découdre, pour avoir des ananas qui étaient en train de pourrir, ça m'a fait un haut le cœur. Je vous ai posé la question, vous l'avez traité à votre manière, mais moi je vous ai posé la question parce que ces derniers jours, après le départ du gouvernement du ministre des Finances, il y a le président de la Cour d'appel qui a été mis de côté également. Est-ce que c'est des signes qui montreraient que le Togo serait en train de changer? Pas du tout.
Pas du tout. Parce que vous comme moi, nous ne savons pas les raisons exactes qui ont amené au limogeage ou à la mise à côté du ministre des Finances. La question que moi je me pose, si les raisons qu'on nous annonce par-ci et par-là s'avéraient exactes, ma question serait, comment se fait-il que pendant 10 ans, M. Fogna-Sibé ait maintenu la même personne à ce poste jusqu'à aujourd'hui? Moi, c'est la question que je me pose. Quelles sont les raisons que les gens donnent? Ah non, moi, vous savez, quand je n'ai pas la certitude des informations, je ne les véhicule pas. Je préfère avoir connaissance du dossier avant d'en parler. Quant à ce qui concerne M. Sronvi, je ne connais pas le dossier. Mais, ma remarque en ce qui concerne la justice togolaise, c'est que j'ai été inculpé dans l'affaire des incendies des marchés. Et que j'ai des amis, dont le président national, le chef de file de l'opposition, et Maître Ajavon, Zos, qui reste encore inculpé. Et plus grave, il y a encore des gens qui sont maintenus en prison depuis 2013 sans aucun jugement jusqu'à aujourd'hui. 3 ans. Parmi eux, il y en a qui ont perdu leur femme pendant qu'ils étaient détenus. Et puis, il y a un des nôtres qui a laissé sa vie. Et aujourd'hui, nous savons que c'est une affaire montée de toutes pièces pour arrêter le mouvement du CST qui commençait à prendre de l'ampleur, notamment à partir du 12 juin 2012. Revenons à cet instant. Et c'est pour ça que je suis un peu réservé quant à ce qu'on dit. Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est un signal qui est envoyé, par exemple, au corps judiciaire quand on se réfère en fait à la mise à l'écart du président de la Cour d'appel? Vous savez, si ça devait être le cas, je pense qu'il faudrait que M. Fogna-Sibé fasse un nettoyage beaucoup plus profond que cela autour de lui-même. Je ne lui demande pas de faire comme Erdogan en mettant 20 000 personnes sous les verrous, mais nous savons qu'autour de lui, notamment parmi ses conseillers, il y a des gens qui devraient aussi répondre de beaucoup de choses. Nous savons aussi qu'il y a des gens qui ont été à la tête des impôts, des douanes ici, et qui aujourd'hui qui sont à la tête de fortunes non justifiées. Et si on veut continuer par là, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Donc, moi, le ministre des Finances, je ne connais pas les raisons. Je ne connais pas. À l'heure où nous sommes, je n'en connais pas les raisons. Monsieur Sronvi, je ne connais que les raisons lues dans les journaux. Mais nous sommes en train de vérifier certaines choses à ce sujet, parce que nous avons des avocats, nous avons des magistrats qui sont membres de l'ANC. Nous attendons d'avoir certaines informations plus précises avant peut-être de nous expliquer. Quand on évoque le nom des avocats ou des magistrats togolais, la plupart ils ne sont pas très propres, c'est ce que disent l'opinion, ou bien ce que dit l'opinion. Est-ce que ceux qui sont également à l'ANC, ils boxent dans la même catégorie? Vous savez, on dit qu'ils ne sont pas très propres. Vous savez, dans ce cas-là, moi je vais vous dire qu'au Togo, il n'y a pas beaucoup de gens propres. Hein. En commençant par ceux qui sont à la tête de RPT Unir, il y a beaucoup de choses à se reprocher. Hein. Bon, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que l'article 145 demande au chef de l'État ainsi qu'aux premiers responsables du Togo de déclarer leurs biens, ce que ils n'ont jamais fait jusqu'à ce jour. C'est depuis 1992 que c'est dans la Constitution. Ils ne l'ont jamais fait jusqu'à ce jour. Au lieu de leur demander de respecter la Constitution, on dit que les avocats ne sont pas propres. Mais ils font leur métier. Ils font leur métier. Et puis nous, pour répondre à votre question, quand les gens viennent, qui adhèrent au parti, on ne leur demande pas dans quelle profession vous exercez, on ne leur demande pas de déclarer leur patrimoine avant de rentrer dans le parti.
Dans un communiqué rendu public ces derniers jours, le CACIT à Lomé et l'OMCT à Genève ont déploré l'incapacité des juridictions nationales togolaises à rendre justice aux victimes des violations des droits humains. Les deux structures ont fait référence au jugement de AMTP et de Konso. Est-ce que vous partagez ou non la position des deux structures sur l'incapacité des juridictions nationales togolaises à rendre justice? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque moi-même j'ai été inculpé. Bon, maintenant mon inculpation, ils me l'ont enlevé. À quoi peut être due cette incapacité? C'est tout simplement parce que la justice est au bottes du régime. La justice est manipulée par le régime RPT UNIR. L'affaire des incendies, nous savons tous que c'est un montage grossier organisé par le régime RPT UNIR et ses sbires pour faire tomber l'opposition démocratique. Et les juges qui nous ont entendus, qui nous ont inculpés, savent très bien que c'est tout à fait faux, que c'est une affaire montée par le régime RPT et dirigée directement par le premier d'entre eux. Donc, pour moi, la justice togolaise pose problème. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que ce qui s'est passé avec M. Sronvi, si je n'en sais pas davantage, il m'est difficile de me prononcer parce que je n'ai aucune confiance en cette justice. Dans un instant, les auditeurs vont devoir composer le 22 51 48 56, le 22 51 48 56 ou le 22 46 19 05, comme le veut la tradition. Et ils peuvent participer à cette émission par les questions à notre invité qui est Éric Dupuy, le secrétaire national à la communication de l'Alliance nationale pour le changement. Est-ce que le téléphone sonne déjà? Oui, on m'a dit oui. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez un poste récepteur à côté. Oui, ça va mieux maintenant. Oui, votre nom c'est? Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle de Vaughan. Oui, vous appelez de Vaughan. Je m'appelle Pierre. Oui, Pierre de Vaughan. À chaque fois qu'on reçoit M. Dupuy, il évoque l'accord politique global et pourtant, lors de cet accord, ils ont refusé de participer au gouvernement pour opérer les réformes. Et puis, pire encore, aux dernières élections, ils ont dit sans réforme sans élections, pourtant ils sont allés. On a l'impression qu'ils sont les parapluies du régime. Qu'en pense-t-il? Les deux, je voudrais savoir s'ils sont toujours du cap 2015 ou bien de cap 2018 ou 2020. Merci. Bien, merci, cher ami Pierre, depuis Vaughan, sur la première question. Oh, ça ne tient pas debout, puisque nous sommes signataires de l'APG. Donc, à l'époque, nous étions UFC, nous sommes signataires de l'APG. Nous n'avons pas voulu participer au gouvernement. Il n'y avait aucune obligation en ce sens. Quand vous lisez l'APG, ça c'est une pure invention, c'est une mauvaise compréhension de la chose par M. Pierre. La deuxième question, qui est une boutade, comment voulez-vous répondre à cela? Ça n'a pas de sens. Mais comment est-ce que vous parlez? Si j'ai envie de m'appeler Éric Dupuy 2016 et qu'en 2030 je m'appelle toujours Éric Dupuy 2016, quel est le problème que ça pose? Je peux dire que la date, je peux expliquer à M. Pierre que la date qui importe pour moi, c'est 2015. Quel est son problème? Arrêtons de nous amuser quand on parle de choses sérieuses en ce qui concerne notre pays. Parlons sérieusement sur la première question, Éric Dupuy. Quand vous parlez d'inventions liées à 2006, et le gouvernement d'union nationale devait mettre en œuvre les recommandations de l'APG. Vous ne faisiez pas partie de ce gouvernement. Quand M. Maître Agboiba, alors Premier ministre, nous avait consulté, nous lui avons dit que nous ne voulions pas, nous ne souhaitions pas prendre part à ce gouvernement, mais qu'il pouvait compter sur notre soutien pour le travail qui Est-ce que ce n'était pas une erreur finalement, parce que vous n'aviez pas participé à ce gouvernement alors que vous étiez signataire de l'APG? Pourquoi voulez-vous que ce soit une erreur? Qu'est-ce que M. Agboiba a fait? Qu'est-ce que ce gouvernement a fait en ce qui concerne la mise en œuvre de l'APG? Rien, tout simplement parce que nous estimons que pour pouvoir organiser ce gouvernement en ce moment-là, il fallait un engagement ferme du gouvernement et il fallait revoir
la nomination et la responsabilité du chef du gouvernement, le Premier ministre. Parce que nous n'acceptions pas que le Premier ministre joue seulement un rôle et qui n'est pas la réalité du pouvoir gouvernemental. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que ça avait été décidé lors de... Nous l'avions toujours dit, nous l'avions écrit même. Moi, je me rappelle d'un communiqué, d'une déclaration qui avait été faite. Nous avons dit que nous n'accepterons pas un gouvernement dans lequel le Premier ministre n'aura pas l'entièreté du pouvoir. Parce qu'il s'agit d'un gouvernement de transition et non un gouvernement chargé d'appliquer les directives du chef de l'État à l'époque RPT. Nous avons été très précis dans ce que nous avons dit. Parce que vous ne pouvez pas être un Premier ministre de l'opposition et faire ce que vous dites votre adversaire politique. Il fallait trouver le consensus sur comment mener cette mission gouvernementale dont la mission essentielle était la mise en œuvre des recommandations de l'APG. C'est une des raisons que vos adversaires évoquent aujourd'hui dans les difficultés. Nous restons fidèles à nos propositions. Si on nous avait écoutés à l'époque et si on avait saisi l'essence de ce que nous disions et qu'on n'a pas couru vers le pouvoir pour pouvoir se dire Premier ministre, aujourd'hui on n'en serait pas là. En fait, vous voulez dire que la faute, c'est à Maître Yavia Non, Bobo, non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Je suis très clair dans ce que je dis. Je dis qu'à l'époque, nous avions dit qu'il fallait redéfinir, et d'ailleurs c'est dans l'APG, c'est dans l'APG, il fallait définir la manière dont on nomme le Premier ministre et quelles étaient les prérogatives du Premier ministre. Et nous voulions que ça soit défini afin que le Premier ministre de la Transition soit couvert, ce qui n'a pas été fait, et les résultats, nous les connaissons aujourd'hui. Allô, deuxième auditeur en ligne. Bonjour. Allô, monsieur Pierrot, bonjour. Oui, bonjour, vous appelez comment? Oui, c'est Bankole, j'appelle d'Amsoubé. Oui, Bankole, allez-y. Oui, bonjour, monsieur Dupé. Bonjour, monsieur Bankole. Oui, lorsque nous vous posons les questions à chaque fois qu'on vous reçoit, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas, excusez-moi le terme, du respect pour les auditeurs lorsque vous répondez à ceux qui tentent de poser des questions critiques à votre endroit, qui semble dire que à l'ANC, vous n'avez jamais commis d'erreur ou bien que vous ne commettez pas des erreurs. Et vous devez répondre systématiquement aux questions des éditeurs que nous sommes. Il faut avoir de la considération pour nous les éditeurs, ce que je n'ai pas souvent senti de votre côté. Alors, pour terminer, est-ce que vous allez nous servir encore dans les prochaines élections sans répondre pas d'élections parce qu'en 2018, il y aura les législatives. Vous allez encore nous servir cette manière de faire. Finalement, il n'y aura pas de réforme et puis vous allez participer. Ok, on a compris, Bankole. Franchement, Eric Dupuis. Monsieur Bankole se montre agressif. Et vous savez, moi, je n'ai jamais compris ceux qui se permettent d'être insolents vis-à-vis des hommes politiques. Mais pourquoi vous utilisez justement... Non. Ce qu'il vient de dire, vous allez nous servir encore, pas d'élection, pas de réforme, pas d'élection. Nous ne l'avons jamais dit. Moi, je ne l'ai jamais dit. Mais on me sert ça. On veut que je réponde. Honnêtement, comment voulez-vous que je puisse y répondre? Répondez. C'est ça. Répondez en fait, puisque... Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je crois que quand vous étiez sur l'ancienne antenne, je vous l'ai dit que nous ne l'avons jamais dit. On nous a dit, oui, il y avait des pancartes sur lesquelles c'était marqué. Mais soit. Mais nous, à l'ANC, nous n'avons jamais... Moi, Éric Dupuis, je ne l'ai jamais dit. On veut que je réponde. Mais comment voulez-vous? Quand vous envoyez... Vous savez, c'est très difficile. On dit, nous, on a le droit de vous critiquer, mais vous ne devez pas nous dire que ce que vous dites n'est pas exact. C'est absurde. Moi, je suis très ouvert parce que je suis quelqu'un de très franc. Je dis la vérité, rien que la vérité. Parfois, ça blesse, mais je dis la vérité. Mais quand, moi, à 69 ans, je reçois des injonctions, des propos peu respectueux,
et qu'on me dise, mais nous, on a le droit d'être peu respectueux vis-à-vis de vous, mais vous avez l'obligation d'être respectueux. Non, messieurs. Est-ce que, par exemple, sur la première partie de la question... La bienséance exige un respect mutuel. J'ai compris. Posez-moi la question avec doigté, je vous répondrai avec doigté. Si vous montrez insolent vis-à-vis de moi, je suis désolé, je ne répondrai pas à votre question. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il a été insolent, l'auditeur qui vient de passer? Je pense un peu, oui. Ok, il disait, en entamant ses propos, que vous vous montrez un peu irrespectueux vis-à-vis des auditeurs. Justement, sur cet aspect-là, est-ce que vous vous reconnaîtrez? Non, pas du tout. Je voulais expliquer longuement. Je ne suis pas irrespectueux. Je suis quelqu'un de fondamentalement respectueux, plutôt. Nous allons insérer le troisième auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Bozambo depuis Mtafou. Oui, Bozambo, vous êtes à Ok. Je vais dire à tous les Togolais que les boycotts, ça gâte le pays et ça tue les opposants. C'est nous, oui, jamais boycotter quelque chose au Togo. Ma question est, nous avons entendu qu'il y aura une grande, je ne sais pas comment, que sécurité sur la mer au Togo. Nous, les Togolais, nous souffrons et nous réclamons les réformes. C'est vous qui ANC, c'est vous qui êtes le chef de file de l'opposition. Soyons solides. Si on n'a pas fait les réformes, il n'y aura pas de sécurité maritime au Togo. Si vous avez laissé, on a fait les sécurités maritimes sans réforme. Bye bye. Cher ami Bozambo, cher ami. Oui. Quel est le rapport entre le sommet sur la sécurité maritime et les réformes? Le sommet, ils vont déployer de l'argent du Togo. Et nous, les Togolais, nous souffrons. Bien, merci. On va donner la parole à Eric Dupuis. Monsieur Bozambo, merci beaucoup pour votre intervention. D'abord, je veux vous dire que le boycott, nous ne sommes pas d'accord pour le boycott, nous l'avons toujours dit. Mais quand on nous invite à quelque chose et nous voyons que ce n'est pas dans l'intérêt du peuple togolais et que ce n'est que du bluff, c'est une manière de tromper le peuple, il est normal que nous n'allions pas cautionner de telles choses. Ça, c'est la première chose, parce qu'en n'allant pas à cet atelier, ce n'est pas un boycott. Nous avons dit que ce n'était pas le lieu du dialogue, ce n'est pas le lieu des discussions, que ce lieu, c'est entre les partis politiques et notamment au sein de l'Assemblée nationale, comme l'avait dit le chef de l'État lui-même, puisque nous, on dit qu'il faut que les partis politiques trouvent un consensus et qu'ensemble, on porte la loi. C'est ce que nous avions déjà dit en 2014 et c'est pour ça que nous sommes allés aux discussions qu'on avait appelées les discussions de Togo Télécom. Oui, vous l'avez expliqué entre-temps. Oui, c'est sa question. Maintenant, la deuxième question, c'est même pas une question, c'est un appel. Un appel, elle dit Oyao Nami. Non, monsieur Bozambo, qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Rien. Un parti politique n'existe que à travers vous. Vous, citoyens, vous qui cherchez à travers les partis politiques, puisque c'est vous qui votez pour eux, pour qu'ils vous représentent à l'Assemblée nationale, ou alors qu'ils dirigent l'État un jour. Donc c'est à vous de faire en sorte que ces partis politiques fassent le travail que vous voulez. Mais si le ANC décide que, comme vous le dites, qu'il n'y ait pas de, comment dirais-je, la conférence sur la sécurité maritime au Togo, l'ANC seul ne fera rien. Si vous, monsieur Bozambo, vous ne vous mobilisez pas pour que de telles choses se fassent. Je ne dis pas que ça soit ça la stratégie de l'ANC. C'est vous qui le dites. Je dis, mais c'est vous, citoyens. Mais entre les deux, est-ce qu'il y a un rapport? C'est vous, citoyens, qui devez prendre cette responsabilité. Éric Dupuis, est-ce qu'entre les deux, est-ce qu'il y a un rapport? La mise en œuvre des réformes et la tenue du sommet. Je n'établis pas un rapport, mais je trouve que ce que M. Bozambo a dit est très important. Est très important parce que c'est avec l'argent du peuple togolais qu'on fait ces manifestations. Avec les besoins que nous avons dans notre pays, les besoins de nos populations, jeter l'argent par la fenêtre en faisant de telles manifestations. Tout à l'heure, j'ai parlé du voyage du président. Mais en ce qui concerne cette conférence internationale sur la sécurité maritime, j'ai ouï dire que cette proposition
a été faite au Ghana, un pays qui est plus important que le Togo, et au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, et que tous ont refusé. Vous auriez souhaité que ça n'ait pas lieu ici? Non, ils ont tous refusé. Oui, en fait, en bref. Non, mais attendez, ils ont tous refusé parce que ça demandait un investissement important. Ce n'est pas... Non, que ça se passe au Togo, on ne peut pas dire qu'on ne souhaite pas, mais qu'on ait les moyens de le faire et qu'il y ait des retombées pour le peuple togolais. Bien, merci. Auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierron. Oui, c'est monsieur? C'est Kokou d'Agouin et Pierron. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Ridipé. Bonjour, monsieur Kokou. Bon, comment pouvez-vous m'expliquer le silence du médiateur de la République, Madame Awa Nana, à ce qui concerne la réforme politique, quand l'Assemblée n'a pas pu travailler sur le projet de loi et que les députés unis ont tout échappé en commission de loi et dans la semaine, ils sont tous sortis sur les médias pour nous expliquer ce qu'ils ont fait par des arguties qui ne tiennent pas. Et je voulais savoir si, dans le règlement de l'Assemblée nationale et dans notre constitution aussi, est-ce qu'il y a une loi qui interdit aux députés majoritaires de faire une proposition de loi? Parce que je sais que pour faire une proposition de loi, il faut un cinquième des députés. Alors que tous les députés unis dans les médias la semaine nous ont dit qu'ils sont pour les réformes et ils n'ont jamais fait de proposition de loi. Je voulais savoir s'il y a une loi qui les interdit. Merci beaucoup. Oh bien, merci. Éric Dupuis. Oui, monsieur Kokou, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous dire pourquoi Madame Awanana ne s'est pas prononcée. J'aurais préféré que vous me demandiez pourquoi monsieur Fogna-Sibé ne s'est pas prononcé sur l'incident, je l'appelle incident, qui est intervenu la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Parce qu'effectivement, vous avez parfaitement raison en soulevant le fait que aucune loi ne permet à la commission de loi de refuser d'analyser, de refuser de débattre d'une proposition de loi proposée par les députés ANC-ADI, puisque un cinquième, il fallait 19 députés ou 18 députés, on en a 20. Il y a 20 députés qui ont déposé cette proposition de loi. Donc, la conférence des présidents a analysé la recevabilité de cette proposition de loi. Ça a été transmis... Sa question, c'est pourquoi est-ce qu'au niveau de UNI, on ne prend pas l'initiative de déposer un projet? En fait, c'est ça sa question. Non, mais la question est double. Il y a d'abord cette question-là. Est-ce qu'il y a une loi qui... Et puis après, pourquoi unir? Bon, vous savez, moi, je ne suis pas dans unir. Heureusement pour moi, d'ailleurs, que je ne suis pas dans unir, donc je ne peux pas répondre. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que la question, toute la question devait être posée à M. Fogna-Sibé, qui est le chef de l'État et qui est le président de UNIR. Bien, merci. Allô? Allô, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Marc. Monsieur? Marc. Oui, Marc, oui. Okay. M-A-R-C. Ok, Marc, allez-y. Bien. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on ne peut pas faire le constat, maintenant, dans vos propos, dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, concernant le courrier du chef de l'État, si l'ANC ne comprend pas, excusez-moi l'expression, je ne peux pas le dire autrement, ne comprend rien du tout de tout ce qui se dit ou tout ce qui se fait. En quoi vous pensez que le chef de l'État vous envoie un écrit et fait le contraire? Quand on sait aujourd'hui au Togo qu'après les travaux du Hashkroun, on vous demandait la fois dernière à l'Assemblée nationale que tout ce que vous présentez comme modification avec ADI, de reverser au Hashkroun et après le ramassage fait, tout ceci devait passer à l'Assemblée nationale. Moi, je ne vois pas que le courrier du chef de l'État n'est pas toujours d'actualité. Je crois que c'est ce qui vous est demandé, de tout verser, et le Hashkroun a tout ramassé aujourd'hui
pour que à l'Assemblée nationale, vous tous, politiques, vous puissiez faire finalement le débat, et que s'il faille aller à une certaine république ou bien modifier la constitution, aller au référendum, pourquoi pas. Moi, c'est ce que j'ai compris selon le courrier que vous venez de nous lire, que le président a écrit à Jean-Pierre Favre. Quelle est votre question? Ma question, est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'ANC ne comprend rien du tout de tout ce qui se fait ou tout ce qui se dit? Ok, bien, merci. Voilà. Oui, mais j'ai l'impression que je n'ai rien compris du tout de ce que monsieur vient de m'expliquer. Il faudrait qu'il m'explique pourquoi le Hash-Kroun serait au-dessus de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, ce sont des élus de la nation qui y sont. Au Hash-Kroun, ce sont des personnalités qui ont été nommées. Il faut respecter les lois du pays. Il faut respecter la Constitution. C'est ça qui est fondamental. Donc, je n'ai pas très bien compris les propos de M. Marc. Un autre auditeur, Ligalo. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est ici. Oui, allez-y. Oui. Je voudrais demander, étant donné que les militaires ont quitté les casernes pour les affaires dans ce pays, il faudrait... ils nous fatiguent ainsi, quoi. Que pense M. Dupuis de la réinstauration du service militaire obligatoire, comme du temps d'Olympio, afin qu'on ait un peu la paix des mains de ces gens? Et puis, que pensez-vous de la suppression du poste de la présidence, dont je parle souvent au Togo et en Afrique, pour instaurer le poste de Premier ministre comme en Angleterre et puis en Allemagne, tout le reste, et avec mandat très court, d'1 an ou 2. Comme cela, on arrête l'élan de ces seigneurs de président. Et puis, pour la conférence maritime. C'est deux questions. À qui profite ça? À qui profite la conférence maritime qui va se tenir là? Au pouvoir ou au blanc? Bien, merci. Bien, merci. Sur la première question. Merci beaucoup, madame Essi. La première question, vous venez bien me la rappeler, monsieur Achobé. Oui, mais en fait, elle parle de l'instauration obligatoire d'un service militaire. Vous savez, je ne sais pas. Dans plusieurs pays, c'est en train de disparaître. En France, il y avait le service militaire, aujourd'hui, il n'est pas. C'est vrai que l'armée togolaise pose problème. Pose problème dans la mesure où elle est aujourd'hui réservée à une catégorie de personnes. Du moins, c'est l'image qu'on a. C'est l'image qu'on a. Et on se dit que l'armée togolaise doit devenir plus républicaine que cela. Est-ce que, à partir du service militaire, ça peut créer une certaine cohésion nationale, que chaque enfant de ce pays, en faisant quelques mois sous les drapeaux, puisse mieux avoir cette notion de la nation togolaise? Et pourquoi pas? C'est une réflexion peut-être à mener, mais il faut dire que conscrire tout un âge, c'est assez lourd financièrement. Conscrire, c'est-à-dire mettre sous les drapeaux, par exemple, toute une génération de 18 à 20 ans, et ça peut poser d'autres problèmes au niveau du financement d'une telle opération et au niveau également de la scolarité des jeunes. La deuxième question, elle parle de l'instauration d'un poste de Premier ministre et elle fait référence à l'Albanie. Aujourd'hui, au Togo, nous avons un poste de Premier ministre, que nous critiquons. Oui, en même temps, la suppression du poste de président. En fait, le valet du président de la République. Et comme le demande l'APG, il faut bien spécifier les modalités de nomination du Premier ministre et quelles sont ainsi que les prérogatives du Premier ministre. Donc, dans les discussions qui sont en cours, et dans l'APG, il est question de réfléchir à quel type de régime nous voulons. Est-ce que c'est un régime présidentiel? Est-ce que c'est un régime parlementaire? Parce que j'ai l'impression que Madame Essi fait allusion au régime parlementaire, puisque
C'est ça qui existe en Allemagne, où le président n'a pas de pouvoir en tant que tel et que le chef du gouvernement est celui du Bundestag. Hein, donc, c'est celui qui est devant. Ouais. Qui est devant. Et est-ce que ça correspond ? Parce qu'au Togo, ici, nous avons une situation un peu bâtarde. C'est une présidentielle, mais avec un Premier ministre, mais qui n'a pas du tout de donc les réflexions sont en cours. Les réflexions sont en cours. La dernière partie de sa question, la conférence maritime. Elle demande à qui ça profite. Moi, je dis que certains pays, j'ai dit tout à l'heure, certains pays comme le Ghana ont rejeté cette proposition et le Togo, en mal de reconnaissance internationale, s'est précipité là-dessus pour pouvoir faire une réunion. Et d'ailleurs, depuis Israël, il nous annonce une conférence Israël-Togo bientôt à Lomé, donc on va vivre que de conférence en conférence au lieu de s'occuper des réalités du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays qui a abrité par le passé de très grandes conférences. Oui. Lomé 1, Lomé 2. Lomé 2. Il ne nous reste que Lomé 2 aujourd'hui. Un auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Kofi. D'accord, c'est moi. Oui, Kofi, votre question. Bonjour, c'est Athiobé. Bonjour, Athiobé. Oui, bonjour. Vous avez un poste récepteur à côté le volume de ce poste est en train de nous déranger. Oui, maintenant ça va mieux. Votre question. Ça va, non? Oui, votre question. Ma question. Bonjour, Dipi. Bonjour, monsieur. Moi, je vous suivais. Que tant pis pour les Togolais qui notre ami. Ah oui, évidemment, on l'a perdu, cet ami. Parlons un peu des Panama Papers. Et finalement, ce phénomène a touché le Togo. Quand on les avait évoqués pour la toute première fois, personne ne pensait qu'un jour on citerait le Togo. Écoutez, moi je pensais qu'on citerait le Togo. J'attendais que cela se fasse. Rappelez-vous, au mois de mai, on avait sorti déjà un document sur Server Togo, le Catherine Lomé, avec son actionnariat et le fait que ça se situe dans la zone franche. Il n'y a pas que le Catherine Lomé, il y a aussi le Handling Lomé, qui aussi, on n'en parle pas, mais je serais très curieux de connaître l'actionnariat du Handling Togo, ST Handling Togo, et vous verrez que c'est les mêmes personnes qui se trouvent à la tête des deux sociétés. Et la dernière fois, au mois de juillet, je crois que c'était le 16 juillet, une partie des actions du Handling Togo ont été vendues à Entebbe Handling. Oui, en Ouganda. Entebbe Handling. On se demande pourquoi on vend nos actions à Entebbe. Mais on est en train de chercher. Mais pour revenir à Ouassem, il faut bien clarifier les choses. Il y a plusieurs choses qui s'imbriquent. Il y a l'actionnariat, et nous disons que l'actionnariat en tant que tel n'est pas une mauvaise chose. Mais l'actionnariat doit permettre le développement des entreprises afin que l'épargne publique aille vers les entreprises pour créer des richesses au niveau des populations, créer des richesses en termes d'impôts pour l'État et créer des emplois. Là-dessus, nous sommes d'accord. Maintenant, ce que nous disons, c'est que ce système d'actionnariat au Togo est totalement faussé par le régime lui-même. Parce qu'il y a une telle opacité qui entoure cela, qu'on ne sait pas qui fait quoi, comment on a obtenu les actions. On va me dire, telle personne n'a que 20 actions. Mais la question qu'on est en droit de se poser, comment il les a obtenues? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est ceci en ce moment-là qu'on lui a offert gracieusement? Ça s'appelle la corruption. Vous voyez? Mais si la personne, si vous-même, monsieur Athiobé, vous achetez des actions, il n'y a rien de blâmable à cela. Bien au contraire, il faut le promouvoir. Autour de l'opacité, autour de l'opacité qu'il y a. Vous permettez. Je termine. Brièvement. Quand on regarde l'actionnariat de Ouassem, on se rend compte que il y a l'État qui détient 10%. D'accord? L'État détient 10%. Les Togolais qui sont dedans ne détiennent que 5%. Et que 85% des actions
sont détenus par des sociétés. Je vais vous les donner. Il y a Casitom Limited qui détient 94 000 actions. Kenelm Limited qui détient 223 000 actions. Quartz Limited qui détient 23 000 actions. Ça fait au total 340 730 actions, soit 62% du capital social. À cela, il faut rajouter Siva Ravanama Prasad qui détient 129 250 actions, soit 23%. Au total, les sociétés dont nous ne connaissons pas les actionnaires, nous ne connaissons pas leur origine, détiennent au total 85%. C'est ça qui est grave. Parce que qui nous donne les noms de ceux qui sont derrière ces sociétés? Justement, sur toutes ces questions, toute l'opacité, est-ce que vous demandez une enquête comme certains partis le demandent aujourd'hui? Vous savez, vous allez avoir de nos nouvelles dans les tout prochains jours. Depuis les révélations, on cite pêle-mêle beaucoup de noms. Le Premier ministre et les gens demandaient sa démission. Je ne sais pas si vous demandez la démission aussi. Non, moi, je vous dis, si c'est le fait de détenir des actions, je trouve que ça n'a pas de sens. Ok. Parce que c'est un citoyen comme un tout autre, il a le droit d'avoir des actions. Maintenant, si on a la preuve qu'il a obtenu ces actions de manière illégale, oui, on peut demander. Maintenant, il y a autre chose à lui demander. Il a des responsabilités qui sont très importantes et qui sont graves dans cette affaire-là. Comment se fait-il que lui, Premier ministre, actionnaire d'une société qui fait de l'évasion fiscale, qui n'en soit pas au courant? Il dirige le pays ou ne dirige pas? Mais on a compris. Est-ce qu'il est à même de nous donner l'actionnariat des sociétés que je viens de citer? Je vais vous dire, quand le 3 mai, les journaux togolais, Liberté et Alternative, qui font un travail extraordinaire dans ce pays, ont sorti le problème de Catherine Lomé. Le 24 mai, Jean-Pierre Fabre a écrit au Premier ministre pour lui demander l'éclaircissement sur cette société. Et il a demandé, conformément à l'article 12 de la loi portant statut de l'opposition, il a demandé qu'on lui communique la situation financière de plusieurs sociétés togolaises, dont Wassem. Il y a Voltic Togo, BIA Togo, Wassem, Mining, Granula, Global, il y en a plein. Il y a plusieurs sociétés. Et depuis, le Premier ministre n'a pas daigné répondre au chef de file de l'opposition. Or, que dit la loi? La loi dit en son article 12, les partis politiques de l'opposition ont le droit à l'information sur toutes les questions importantes relatives à la vie de la nation. Pour ce faire, le libre accès à l'information leur est garanti dans le respect des règles et procédures en vigueur. Cela fait bientôt 2 mois que le chef de file de l'opposition a écrit au Premier ministre pour lui demander des informations. Mais il n'a pas eu de réponse. Il n'a pas eu de réponse. Donc on a compris que l'ANC ne reste pas les bras croisés devant cette affaire. L'ANC utilise les moyens qui sont en sa possession pour exiger du gouvernement l'éclairage exact sur les mêmes révélations. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un malaise à l'ANC, puisque depuis la presse fait un lien avec le travail de maître Isabelle Améganville? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un malaise là à l'ANC? Pourquoi un malaise? Madame, chacun a le droit de mener sa vie. Vous savez, si vous venez demain à l'ANC, on ne va pas vous demander avec qui vous êtes marié. Mais est-ce que ça ne vous gêne pas que quand même? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que Madame je vous pose la question. Non, mais qu'est-ce que Madame Améganville a fait de répréhensible? Mais est-ce que quand même, en citant son nom, en évoquant son nom dans la presse, est-ce que ça ne crée pas un malaise à l'ANC? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Nous allons évoluer. On a l'impression que on veut fuir le débat. Hein?
C'est le RPT UNIR qui a sorti ça pour que on quitte le débat le plus important, c'est-à-dire l'actionnariat caché de Ouassem et la fuite les flux illicites de cette société-là. C'est ça qui intéresse le peuple togolais. Mais que tel ou tel cabinet soit conseil de Ouassem, vous savez, une société aussi importante qui brasse des milliards n'a certainement pas un seul cabinet d'avocats. Il y en a des dizaines. Et les plus importants ne sont pas au Togo. On a compris que la situation d'Isabelle Amegambi ne gêne pas à non, l'ANC. Pas du tout. Enfin, oui. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Jusqu'à ce que les journaux en parlent, la direction de l'ANC n'était même pas au courant. Parlons un peu de l'ANC, le Congrès national africain en Afrique du Sud. Vous avez suivi les dernières élections, puisque cette émission est ouverte aussi à l'actualité internationale. Vous avez suivi les dernières élections. Ce parti est en train de perdre du terrain. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Mais je ne suis pas tellement d'accord avec l'analyse que vous avez faite au départ. Ce n'est pas parce que ils n'ont pas su chausser les chaussures de leurs aînés que le problème se passe. C'est tout simplement parce qu'un parti politique, à un moment donné, s'il n'y a pas de sang neuf, s'il n'y a pas renouvellement de cadre, ainsi de suite, vieillit, c'est partout pareil. Hein. C'est pour ça que nous demandons l'alternance politique au Togo. C'est pour qu'il faut renouveler la classe politique, il faut renouveler les dirigeants pour que la politique soit plus vigoureuse dans un pays. Le problème de nos amis de l'ANC Afrique du Sud, à mon avis, c'est les divers scandales de M. Jacob Zuma. Et ça n'a pas renforcé l'image de ce parti. Les dernières révélations concernant les investissements qu'il aurait fait dans sa résidence privée et que, mise à nu par les médias, puis acceptée par le Parlement et la justice saisie, l'obligeant à rembourser l'argent public, je pense que c'était un coup dur pour ce parti-là. C'est surtout ça. Quand on dirige un pays et que on a mené la lutte pour pouvoir arriver à ce niveau-là, on doit avoir un respect profond de la chose publique. Mais vous aviez dit tantôt que vous n'étiez pas d'accord avec ma position. Mais non, quand la présentation de l'analyse. Oui, mais quand on lutte aux côtés de Nelson Mandela et que finalement on prend de l'argent public pour des fins privées, visiblement, ça veut dire qu'on n'est pas de la même posture. Bien sûr, je suis parfaitement... Je dis c'est l'image seulement, parce qu'il aurait pu mener une politique, même s'il menait une politique de l'envergure de celle que Nelson Mandela avait menée, et qu'il y a eu un petit dérapage des premiers dirigeants, ça peut faire... Vous savez, en politique, il y a quelque chose d'assez bizarre. C'est que quelle que soit votre capacité à mener votre parti, à mener la lutte, à mener votre mission d'homme politique, la petite erreur peut vous faire perdre tous les acquis de plusieurs décennies. Je ne sais pas si on vous a souvent posé cette question. Quelle est la comparaison en réalité? L'ANC Afrique du Sud, l'ANC Togo, pourquoi avoir choisi en fait Non. Vous savez, on avait quitté l'UFC. On avait quitté l'UFC et on cherchait un nom, mais l'objectif de ce que nous voulions faire, c'était l'alliance. Il fallait créer l'alliance, il fallait ouvrir. Il ne fallait pas que ça soit UFC bis repetita, mais il fallait ouvrir notre parti à d'autres partis. C'est pour ça qu'on avait dit l'Alliance nationale pour le changement. Ça veut dire que nous étions ouverts, et nous sommes toujours ouverts à travailler avec d'autres partis politiques, seulement avec ceux qui veulent œuvrer pour l'alternance politique dans
notre pays, le Togo. Nous tirons vers la fin de cette émission, Éric Dupuis. Si vous étiez un adepte des divinités Guin, vous savez, dans quelques semaines, à Batoumé, il se passera, comme de tradition, la prise de la pierre sacrée. Si vous étiez un adepte de cette divinité-là, quel va être votre message à quelques semaines de la tenue de cet événement? Bon, d'abord, je veillerai à ce que il y ait un même langage entre les filles et les fils du peuple Guin. Je veillerai à ce que la politique ne prenne pas le pas sur ce que nos grands-parents ont mis des années à construire, à bâtir. Et puis, pour le peuple Guin, c'est l'année nouvelle, c'est là où tous les peuples, tous les enfants se retrouvent. Et il est important qu'ils parlent le même langage et que la division politique ne s'immisce pas dans cela. Et pour terminer, si j'étais le prêtre, je veillerais à ce que la pierre soit blanche ou noire, mais pas grise. Justement, à propos des prêtres, vous savez très bien qu'il y a une dissension même au niveau des prêtres, même au niveau des chefs traditionnels. Si vous étiez un adepte, est-ce que vous allez tenter une médiation? Je ne sais pas. Moi, je pense que ils ont plusieurs personnalités, plusieurs têtes couronnées dans la région. Et qu'ils ont la capacité de pouvoir régler ça de manière responsable. Et je compte sur eux, à ces nombreux têtes couronnées de la région, pour pouvoir régler ça. Mais ce que je dis, vous ne l'avez peut-être pas saisi, mais je répète, que ce que nous attendons, c'est que la pierre ne soit plus blanc sale, mais que ça soit blanc, rouge, ou noir, plutôt que de nous inventer un blanc sale ou un blanc bleu. Il faut que ça arrête. Il ne faut pas que un certain parti politique cherche encore à s'immiscer dans cela, comme cela se voit aujourd'hui dans d'autres régions. Je ne veux pas parler des Valas. Si vous étiez le ministre de la Justice, à propos d'une campagne qui a été lancée il n'y a pas très longtemps par le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, à propos des violences de 2005, souvenez-vous de moi, c'est le nom de cette campagne. Si vous étiez ministre de la Justice, quelle sera votre réaction, votre attitude éventuellement vis-à-vis de cette campagne? Est-ce que vous l'accompagneriez? Est-ce que vous allez la désapprouver? Quelle sera votre attitude? D'abord, si j'étais ministre de la Justice, je veillerai scrupuleusement à l'indépendance de la justice. Je veillerai à ce que chaque Togolaise et chaque Togolais puisse retrouver confiance en la justice. Parce que c'est le seul rempart pour le peuple. Quand vous êtes lésé quelque part dans votre vie, quand vous avez un problème, que ça soit dans les successions, que ça soit dans la vie de tous les jours, c'est vers la justice que vous vous retournez. Et il faut que cette justice soit juste pour tout le monde, quelle que soit votre appartenance politique, religieuse, ethnique, que vous puissiez, dans cette maison de la justice, retrouver des gens, des oreilles qui vous écoutent et qui puissent, en toute conscience, vous rendre justice. Ça, c'est la première chose. Et je veillerai à ce que les associations de défense des droits de l'homme, que ce soit CACIT, que ce soit la CNDH, que ce soit toutes les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour les droits de l'homme, puissent librement exercer et en toute transparence dans ce pays. Et non seulement je faciliterai leur action, mais je ferai tout pour les aider. Merci beaucoup, Éric Dupuis. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national chargé à la communication de l'Alliance nationale pour le changement. Cette émission, elle s'achève. Elle a été mise en onde par Jean-Jacques Atikbo. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.